l'histoire de Charleroi est liée au décret de neutralité que vous connaissez sans doute, puisque si j'ai bien compris, vous avez un cours de neutralité. Mais pour moi, clairement, le but, l'intention du décret, c'était de dire que dans l'exercice de ses fonctions, un enseignant ne témoigne pas de ses préférences, que ce soit en matière philosophique, politique ou religieuse. Je voudrais vraiment mettre en évidence le questionnement de savoir, mais qu'est-ce que la neutralité? Est-ce qu'un uniforme, est-ce qu'un costume, est-ce qu'une jupe va être le garant de la neutralité idéologique de la personne et sera privilégié, ou est-ce que finalement l'aspect extérieur et l'apparence n'est le garant de rien du tout finalement, que l'expression de la pluralité de notre société, et que le milieu scolaire doit être peut-être un outil d'émancipation des jeunes pour leur permettre d'être confrontés dans l'avenir à la réalité de notre société, et que finalement le voile, le foulard ne serait qu'un bout de tissu inclus dans une pratique vestimentaire, et que ce qu'il faudrait privilégier, c'est finalement la compétence de la personne à travers son savoir, la transmission et les différents outils auxquels elle va prétendre pour transmettre justement toute la matière qui est à charge de sa mission. Il faut éviter toute caricature, et donc mon intention n'est certainement pas de dire que toute enseignante voilée exerce de facto du prosélytisme conscient et volontaire sur ses élèves. Par contre, ce que je pense, c'est qu'elle envoie un message en portant le voile qui ne peut pas être neutre, qui est, par exemple, qui peut être vécu très différemment en fonction du fait que les filles musulmanes qu'elle a dans sa classe portent elles-mêmes le voile ou non. Donc moi, je pense qu'une jeune fille musulmane qui est dans la classe d'une enseignante voilée, alors que cette jeune fille, par exemple, ne veut pas porter le voile et doit se battre contre son entourage pour pouvoir ne pas le porter, peut se trouver finalement face à quelqu'un dont elle a l'impression qu'elle lui envoie un message du type « quand on est une bonne musulmane, on doit porter le voile et donc ton attitude n'est pas une bonne attitude en tant que musulmane ». Donc je pense que ça peut être très difficile à vivre pour certaines jeunes filles musulmanes non voilées, parce que je rappelle quand même qu'il y en a aussi. Ce qui me pose question, c'est que finalement, on parle de la pression éventuelle que certaines femmes musulmanes pourraient avoir à travers l'expression de leur identité multiple, dont celle de leurs convictions religieuses, et que je rappelle qu'ils sont clairement consacrés dans les textes nationaux et européens. Et finalement, on occulte complètement à leurs différentes pressions de la société et du milieu scolaire. Moi, personnellement, je me souviens dans ma période scolaire, la pression de la mode, où finalement, vous avez, quand c'était la mode des mulets, des vestes mulets, ou alors dernièrement des chaussures chez Badjo, ou des Nike ou des Levi's. Là, je pense qu'il y a pression qui est faite au niveau de la consommation pour qu'on puisse s'identifier et s'inscrire dans un moule conformiste, dans un uniforme qui est le reflet finalement d'une pression matérialiste et d'une forme de consommation capitaliste. Et là, je trouve qu'il y a danger parce qu'on instrumentalise finalement la fragilité des personnes, on met l'accent sur l'apparence, et alors on ne cible pas les compétences et le développement le plus profond de la personne. Et là, je pense qu'on se trompe de pression et qu'on se trompe d'intention. Quand on voit, par exemple, à la rentrée dernière passée, des gamines de l'enseignement primaire qui ont 8 et 9 ans et qui portent déjà le voile, je trouve que venir parler de libre choix à cet âge-là, c'est vraiment se moquer du monde, quoi. Pour moi, ces petites filles-là, elles ne sont pas libres. Elles sont clairement soumises à ce que leurs parents ont voulu pour elles. L'une de ces petites filles, d'ailleurs, ne va plus à l'école depuis, parce que son père l'a retirée de l'école parce qu'elle ne pouvait pas y porter le voile. Il refuse de l'inscrire ailleurs parce qu'il veut pouvoir continuer à intenter un procès, enfin suivre le cours du procès. Et donc, du coup, cette gamine est à la maison. Et son frère, lui, il va évidemment toujours à l'école. Il n'est dispensé il n'est privé de rien, ni de gym, ni de piscine, etc. Mais la petite fille, elle, oui. Quand on aborde le point des jeunes enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans qui portent le foulard, et d'emblée on remet en question finalement la responsabilité des parents de transmettre un savoir. Alors moi personnellement, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je suis contre l'imposition et contre l'interdiction, mais je pense que ce soit en ce qui concerne le foulard ou en ce qui concerne toute forme de conviction ou d'appartenance philosophique dans lesquelles les parents peuvent s'inscrire, que ce soit politique, que ce soit confessionnel, que ce soit athéiste ou que ce soit même je dirais une conviction végétarienne, je pense que n'importe quel parent a dans son statut personnel et dans le cadre de la loi le droit de transmettre, et c'est même sa responsabilité d'éduquer les enfants. Donc ça veut dire de transmettre son savoir, de transmettre ses convictions, et l'enfant arrivé à l'âge de maturité fera ses choix. Alors concernant l'imitation de la maman, etc., moi c'est un argument que j'évoque dans mon livre, et bon, je comprends pas très bien, il y a deux choses là-dedans, hein. Bon, imaginons qu'effectivement, je me maquille tous les matins, je mette mes hauts talons, ma mini-jupe, etc., et que ma gamine veuille faire comme moi. D'abord, je pense que très vite, je lui dirais, écoute, c'est pas de ton âge, t'es trop jeune. T'es pas une femme, t'es une petite fille, donc tu vas à l'école dans des vêtements de petite fille et pas dans des vêtements de femme. C'est pas de ton âge. Et si je ne le faisais pas,
Je crois que l'école, enfin je suis sûre que l'école dirait à cette petite fille qui arrive en haut talon à l'école, écoute, c'est pas la tenue appropriée pour venir en classe, à partir de demain, j'aimerais bien que tu reviennes dans une tenue adaptée à ton âge. Mais en fait, le voile, il y a quelque chose de similaire, parce que j'aurais quand même rappelé que même, je dirais, la plupart des musulmans qui défendent le droit de porter le voile font démarrer ce droit à la puberté, ou cette obligation, enfin ça dépend, à la puberté. Moi, ce qui m'interpelle toujours, en fait, c'est que finalement, quand il s'agit du port du foulard, on infantilise, on dramatise, on surdimensionne certains faits minoritaires pour légitimer une interdiction. Et alors, par contre, quand il s'agit, par exemple, de l'acte sexuel, eh bien là, finalement, on ne fixe pas de limite, en fait. Alors, je voudrais bien savoir, alors que l'acte sexuel, alors, excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu, donc je vous demanderai de respecter. Donc, je vois quand même qu'il y a des campagnes scolaires pour utiliser les préservatifs, pour se préserver contre le sida. Je pense qu'il faut préserver les individus, c'est une chose obligatoire, mais de là à mettre en évidence qu'une jeune fille n'aurait pas la maturité nécessaire pour savoir se positionner dans ses choix et qu'on le remette en question, c'est quelque chose que j'entends fréquemment. Et finalement, il y a d'autres choses dans la vie de tous les jours qui peuvent porter atteinte finalement et qui peuvent dénaturer certains éléments de la société ou du concept de la vie future. Et là, finalement, on ne se pose pas de questions, on ne pose pas de question de savoir est-ce qu'elle a la maturité ou pas sexuelle pour faire ses choix. Et on invite à plein d'expériences sans balise. Et donc là, je me dis, si on veut se poser ces questions-là, je pense qu'il faut être cohérent avec soi-même. Je voudrais revenir sur des choses que Mme Prel a dites, parce que quand même, je n'ai pas pu m'empêcher de réagir un petit peu, parce que quand j'entends que la sexualité, il n'y a aucune limite, je voudrais quand même rappeler qu'il y a des lois très claires, justement, et que moi je plaide pour une cohérence. Je ne vois pas très bien pourquoi on décide qu'avant 16 ans, une adolescente ou un adolescent n'est pas capable d'un choix sexuel mûrement réfléchi. Je vous rappelle quand même que la majorité sexuelle, c'est 16 ans, et que ça veut dire que si vous avez un rapport sexuel à 15 ans, on va considérer que vous n'étiez pas en mesure de donner un consentement valable, même si vous dites au juge « oui, mais je sais ce que je fais, et oui, mais je suis d'accord et j'en avais très envie », ça ne changera rien du tout. Vous n'avez pas l'âge, c'est tout. Et donc je ne comprends pas très bien pourquoi, de la même manière, on ne dirait pas avant un certain âge, on n'a pas l'âge de choisir librement ses choix religieux. À savoir que depuis 2 semaines, nous sommes en crise gouvernementale et je trouve complètement incohérent dans cette situation d'urgence où il faut absolument unir nos forces pour sauver la Belgique et unir les citoyens au niveau des problèmes cruciaux de notre société. Eh bien, on en arrive finalement à promulguer des lois qui concerne quelques dizaines de citoyennes, en prétextant tous des motifs qui pour moi sont illégitimes. Alors on évoque la question sécuritaire et de l'identification, mais je rappelle que ce sont des citoyennes à part entière qui, de par leur vécu dans la société, ne portent aucune atteinte à la vie publique, ne sont pas des personnes délinquantes qui mettent en danger la sécurité. Quand on parle d'identification, et alors par rapport à la question sécuritaire, je rappelle pour moi que c'est un principe clair de stigmatisation où on veut surdimensionner, suspecter constamment finalement ces femmes en laissant prétendre qu'il y aurait un risque potentiel de terrorisme ou de remise en question de nos valeurs démocratiques. Et je pense que c'est complètement incohérent parce qu'on le voit bien qu'au fil du quotidien, il n'y a pas eu de danger de la sorte qui a été mis en évidence. Deuxièmement, quand on parle de l'identification, au niveau des textes juridiques, il est clair qu'il y a des identifications qui sont requises mais qui ne sont pas permanentes. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait obliger ces femmes-là spécialement à être plus visibles et plus identifiables que d'autres, parce que finalement, au quotidien, on est dans une obligation de s'identifier quand le contexte le nécessite. Donc j'imagine tout à fait que quand une mère de famille vient chercher ses enfants à l'école, je comprends qu'il faut qu'elle décline son identité pour éviter tout malentendu, mais de là, en arriver à une mesure généralisée à leur égard, je trouve ça complètement incohérent. En plus, à l'heure actuelle, je voudrais quand même rappeler qu'avec ce qu'on a comme lifting, comme maquillage, comme lunettes de soleil, les postures de certaines personnes qui s'inscrivent dans une forme de travesti, c'est tout à fait leur droit, c'est une chose, mais ils ne sont pas plus identifiables que quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il faut qu'on soit cohérent dans la manière d'aborder le sujet. Si, comme Mme Prel le dit, la plupart des femmes qui portent la burqa ou le niqab le font librement, il ne s'agit pas de les protéger, en fait. Il s'agit de leur envoyer un signal clair qui est de dire une tenue aussi extrémiste que celle-là, ça n'a pas sa place, c'est pas possible ici. Et je vais expliquer pourquoi, parce que je trouve ça amusant quand on parle de liberté individuelle, le sujet, le droit, l'état de droit, etc., etc. Je voudrais quand même rappeler que toute la philosophie des droits de l'homme, justement, se fonde sur l'individu, auquel on accorde des droits en tant qu'individu. Et que le voile intégral, c'est la négation de l'individu. C'est le symbole même du fait que la femme qui est dans l'espace public n'est pas un individu.
Elle est un fantôme ambulant. Elle n'a le droit de se balader qu'à condition d'être inidentifiable, d'être dépersonnalisée. Elle n'est plus elle n'est plus rien en fait. Et c'est quand même aussi un signe politique très clair. Je veux dire, les régimes qui imposent ou qui conseillent fortement le port du niqab ou de la burqa, ce sont aussi des régimes qui n'accordent aucun droit aux femmes en tant qu'individus. Elles n'ont aucun droit. Donc que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit le Yémen, l'Afghanistan, le Pakistan, etc., ce sont des pays où les femmes n'ont aucun droit. Et donc pour moi, ou très peu de droits, en tout cas pas des droits d'être humain à part entière avec les hommes. J'entends qu'on transpose la burqa. D'abord, je voudrais préciser que la burqa, c'est une attitude vestimentaire qui est absente ici en Belgique en fait. La burqa, moi personnellement, j'en ai jamais vu. C'est une pratique vestimentaire qui se situe en Afghanistan. C'est une pratique culturelle, je pense. Mais quelle que soit la charge qu'on y donne, c'est le problème des Afghans et c'est pas le mien ici. Et donc, je pense qu'on est toujours en train à nouveau de renforcer, de surdimensionner un problème pour attiser la peur des personnes, alors que je pense que c'est vraiment pas par là qu'on va solutionner les réelles règles du savoir-vivre ensemble. Alors, personnellement, je tiens à nouveau à réitérer une idée que j'ai déjà formulée à plusieurs reprises. Pour moi, quand j'entends un taliban qui dit qu'une femme sans burqa, c'est une femme de trop, eh bien, pour moi, c'est un extrémisme et c'est une forme de violence faite aux femmes que je condamne. Mais quand j'entends de nos concitoyens, politiques ou pas, qui prétendent qu'une femme avec burqa ici, c'est une femme de trop, eh bien, pour moi, c'est un seul et même extrémisme aussi. C'est aussi une même violence faite aux femmes que je condamne aussi. Nous sommes dans un état de droit qui consacre et qui confère la liberté de réflexion. Arrêtons d'infantiliser ces femmes, laissons-les tranquilles. Elles ont tous les outils nécessaires, à part les limitations et les exclusions qu'on leur fait subir. Donnons-leur l'accès à tous ces outils d'émancipation, laissons-les libres de leur choix. Et c'est certainement pas en imposant un mode vestimentaire à quiconque qu'on arrivera finalement à permettre aux personnes de s'émanciper dans leur libre arbitre, dans leur libre choix. Le débat en lui-même était très intéressant, oui, parce qu'il était assez varié et qu'on avait des opinions des deux côtés, donc très enrichissant, oui. C'est des opinions que je garde, oui, parce que je ne vais pas changer à la suite d'un débat, mais c'est vrai que je vois les choses un peu différemment, oui. Moi, j'étais dans un état d'esprit contre le voile et contre la burqa, et je repars avec le même esprit, si pas plus. Les femmes, comme vous par exemple, sont voilées, vos hommes nous regardent. Donc si vous mettez un voile, c'est pour pas que nos hommes vous regardent. Donc je crois que ça doit se faire dans les deux sens. Et puis ma liberté s'arrête où celle de l'autre commence. Et donc je trouve que la burqa, c'est priver notre liberté de voir des gens normaux et pas des fantômes. Vous êtes du même avis ? Non, pas du tout. Donc moi, j'ai l'avis tout à fait opposé. Donc j'ai fait toutes mes secondaires avec des amis qui étaient voilés, qui étaient tout à fait adaptés à notre civilisation, à notre société, et qui faisaient ça de leur propre choix, avec des convictions vraiment telles que les miennes. Et franchement, je trouve que c'est beaucoup de bruit pour rien du tout, en fait, pour un morceau de tissu. Enfin, moi, je pense ça comme ça. Malgré que ça ait beaucoup de valeur pour certaines personnes, je pense que l'interdire, ça ferait que encourager des personnes qui seraient prêtes au fil du temps à s'adapter vraiment à notre civilisation, à les encourager à supporter celles qui voudraient vraiment le porter, et à encourager les gens à vraiment, dans un mouvement de soutien, de tous continuer à le porter, quoi. J'ai trouvé l'argument, le gros argument un peu de Madame Isabelle Prel, c'était ça. C'était état de droit, démocratie. Bon, c'est vrai que c'est très important, c'est assez important. Mais c'était son dada, on va dire. Donc ça, c'est un peu la différence d'arguments, la diversité des arguments n'était pas très variée. Et ensuite, je pensais aussi pour le voile, port du voile dans l'école. Je pense qu'il faut aussi un peu interdire, c'est plus de maintenant. Hein. Je veux dire, c'est un peu le paradoxe de la liberté de l'homme, c'est ça. Pour être libre, il faut mettre quelques lois, quelques règles. Pourquoi vous dites c'est plus de maintenant ? 68, c'est pour ça. D'accord. C'est pour ça. Mais je pense que oui, pour être libre, c'est le paradoxe de l'homme, c'est ça. Il faut être libre par des lois, par des limites, par des règles. Et Est-ce que ce voile pour vous signifie le renfermement ? Je ne sais pas, justement, c'était une question que j'aurais bien aimé poser, c'était qu'est-ce que c'est de porter le voile ? Est-ce que c'est plutôt un symbole, je me rattache à ma valeur sociale, à ce que je suis, ou alors c'est plutôt un rattachement symbolique à ma religion, ma conviction
symbolique de la foi, etc. Est-ce que vous, ça vous heurte cette vision du voile et du niqab? Pourquoi un tel débat? Parce qu'il y a des femmes très musulmanes qui portent le voile et puis d'autres qui ne le portent pas. Alors pourquoi s'acharner à... Est-ce que c'est essentiel de porter le voile pour affirmer sa conviction religieuse? Voilà, c'était ça en fait. Pourquoi oui et pourquoi non? Certains le portent, certains ne le portent. Mais je pense qu'il y a une crainte de tout discours radical. Enfin, moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Enfin, il y a eu 2 débats, donc celui auquel on vient d'assister maintenant, j'ai l'impression qu'il y avait quand même une crainte de toute radicalisation, que ce soit de l'intolérance laïciste, entre guillemets, ou de l'islamisme radical. Ce matin, j'ai eu l'impression que c'était plus une crainte de l'islam radical, justement, donc qui portait plus à défendre des discours laïques. Voilà, mais ça dépend toujours des auditoires, évidemment. Vous défendez une laïcité ici pour la Belgique. Il y a aussi Céline Caudron qui défend une autre laïcité qui a l'air d'être beaucoup plus permissive. Mais je crois que le problème de la laïcité, c'est qu'en fait, tout le monde en parle et puis on l'a jamais vu, on sait pas très bien ce que c'est en Belgique. Et donc, certains disent que la laïcité, c'est la même chose que la neutralité c'est la neutralité inclusive prônée par Madame Prel. Bon, moi, je suis plutôt de celles qui disent que la laïcité, c'est justement un autre mot pour désigner autre chose. Donc, la laïcité, c'est pas seulement la neutralité bienveillante de l'État qui laisse chacun vivre comme bon lui semble parce que tout le monde est baba cool, comme vous dites. C'est vraiment une séparation de l'Église et de l'État. Et pour moi, ça implique des mécanismes légaux qui font en sorte que cette neutralité est appliquée, donc que cette séparation est appliquée. Qu'est-ce que vous en pensez de ce discours ? Donc ça renvoie finalement à une approche de recadrage de la laïcité. Donc pour moi, je connais personnellement 3 types de laïcité. La laïcité politique, donc qui veut donc finalement un cadrage des rapports entre l'Église et l'État, qui vise finalement une séparation et qui évite toute immixtion dans un sens comme dans l'autre, et qui donc permet justement une neutralité dans la gestion égalitaire de tous les cultes ou des convictions philosophiques reconnues, comme la laïcité organisée ici en Belgique aussi, les chrétiens, les musulmans et autres. Et donc je pense qu'il y a tout un fondement démocratique qui est là et qui permet justement une adaptation du savoir-vivre ensemble dans le respect de différentes croyances ou philosophies reconnues. Je connais un autre concept de la laïcité qui est la laïcité idéologique, et donc c'est celle qui a été reconnue justement en tant que philosophie, laïcité organisée. Et alors finalement, moi ce qui me pose problème, c'est l'émergence d'une nouvelle forme de laïcité qui finalement va à l'encontre du principe et même de neutralité et de laïcité de l'État, et même de laïcité philosophique au sens premier qui serait le respect de la pluralité des différentes croyances, et qui s'inscrit finalement dans une forme de combativité, de prosélytisme, d'un athéisme antireligieux. Et ça, personnellement, je tire une sonnette d'alarme, parce que par rapport à ça, j'ai expliqué dans mes interventions que l'émergence de réformes de la relation entre l'État et l'Église proviennent des exactions commises lors de l'Inquisition, ou des personnes qui ne s'inscrivaient pas dans une vision de la société dominante étaient pourchassées, immolées sur le feu, enfin bref, des tortures, des choses horribles. Justement, finalement, on en arrive à avoir le sentiment que ce qu'on a combattu dans le passé, on n'en a pas tiré les leçons, et qu'une nouvelle idéologie est en train de se sacraliser dans les pouvoirs publics, dans les pensées de certains intellectuels, et vise à refaire en fait une nouvelle forme d'inquisition en assoyant une nouvelle forme idéologique qui aurait un conformisme à imposer aux autres. Donc, justement, ce que dit Madame Prel, est-ce que vous ne craignez pas de tomber dans cette laïcité qui est extrémiste aussi ? Mais non, parce que d'abord, je fais la distinction entre athéisme et laïcité politique. Donc moi, mon but n'est pas du tout de transformer tout le monde en athée. Mon but, c'est que tout le monde respecte un principe de séparation. Et donc moi, comme les autres, qu'on soit athée ou qu'on soit croyant, pour moi, on n'a pas à afficher ses convictions religieuses ou philosophiques dans certains espaces. Alors quand Mme Prel parle d'inquisition, je trouve quand même ça assez amusant, parce que justement, moi, ce qui m'inquiète, c'est le retour d'une forme d'inquisition d'un certain islam radical. Parce que quand on parle de jeunes filles ou de petites filles qui sont surveillées par leurs parents, par leurs frères, par l'imam, etc., qui peuvent plus faire certaines choses parce que ce sont des filles, mais pour moi c'est ça l'inquisition, et donc moi je me bats contre une nouvelle forme d'inquisition, mais qui ne vient pas du monde laïque, qui vient du monde religieux. Est-ce qu'on ne se trompe pas plutôt là de combat? Ce ne serait pas plutôt les impositions culturelles qui viennent de l'Orient plutôt que le religieux? Bah écoutez, le problème, c'est que faire la différence entre le religieux et le culturel, c'est extrêmement compliqué. Je veux dire, dans tous ces débats, qu'on parle de voile intégral, on nous dit oui, mais c'est pas religieux, c'est culturel. Qu'on parle d'excision, même chose. Et la question qui combattre réellement, pour moi, c'est la religion qui s'immisce dans le politique. Donc ce n'est pas la religion en tant que conviction privée, c'est à partir du moment où elle prétend organiser la vie des gens, même dans la sphère qui n'est plus la sphère privée, et quand ça relève du politique. Donc pour moi, c'est ça, l'ennemi, entre guillemets, si vous voulez absolument que je pointe un ennemi à combattre, c'est ça. Donc
c'est pas la croyance individuelle, c'est pas la culture non plus, mais la culture ne pose pas de problème. Vous savez, quand on parle des assises de l'interculturalité, moi ça me fait rigoler, parce qu'en fait on parle pas d'assises, on ne fait pas des assises de l'interculturalité, on fait des assises de l'interculturalité. C'est pas la culture qui pose problème. Je veux dire, le fait que des gens aiment manger du couscous ou des frites ou du manioc, enfin c'est pas ça qui pose problème, ou qu'ils lisent tel ou tel livre, ou qu'ils aillent dans tel ou tel lieu de culture, ça pose aucun problème. Ce qui pose problème, c'est la religion quand elle est travestie en instrument de pouvoir pour le politique. Ici, nous avons l'image de deux Belges, belgo-belges, qui ont des opinions différentes et vous êtes aussi ensemble. Donc ça voudrait dire qu'on peut encore s'asseoir dans une société démocratique comme la nôtre et encore débattre et trouver un terrain d'entente, comme disait une dame dans la salle. C'est clair que pour moi le message qui est envoyé, c'est que autant Madame Nadia Geers avec les valeurs et les principes qu'elle défend, et puis moi, nous sommes assis, nous cohabitons et nous participons ensemble dans la participation citoyenne active. Donc ça montre bien que qu'elle soit pas voilée et que moi je le sois ne met aucune entrave à la participation dans la société, et ce n'est pas le fait d'avoir un foulard qui va empêcher de s'impliquer et d'être considéré à titre égal envers les autres. Donc je pense que toutes les mesures restrictives, que ce soit au niveau de la fonction publique, au niveau de la sphère publique, au niveau de l'école, au niveau des pouvoirs publics aussi, pour moi, c'est une volonté de porter clairement atteinte aux droits fondamentaux clairement consacrés par notre constitution belge et les droits européens, et que cette mesure qui vise finalement à uniformiser est l'expression d'un communautarisme exacerbé d'une certaine pensée prédominante et qui vise à reproduire les erreurs du passé et qui n'est pas prêt finalement à accepter la diversité, qui veut imposer son point de vue. Et je pense que par rapport à ça, on met clairement en péril et la démocratie et la laïcité de notre État. Vous êtes dans une position d'écoute l'une à l'autre ou en gardant toujours les mêmes positions à défendre absolument? Je crois que l'un et l'autre, je crois qu'on est capable de s'écouter et qu'en même temps on garde les mêmes positions. Donc moi, je voudrais peut-être dire pour terminer par rapport à Madame Prel que tout dépend, bien sûr qu'on vit ensemble, on vit dans la même société, etc. Et donc moi, ça ne me pose pas de problème de débattre avec elle, que ce soit dans une salle de conférence, sur un plateau télévisé ou quoi. Donc la question simplement que je soulève, c'est de savoir est-ce que le port du voile qu'elle porte est acceptable partout. Et donc si elle devait être ma collègue en tant qu'enseignante, par exemple, là j'aurais un problème. Voilà, mais pas en tant que conférencière ensemble dans un lieu public ou dans une école, il n'y a aucun problème. Là, j'ai un sentiment qu'on est confronté à un grand paradoxe. On a lutté pour la séparation de l'État et de l'Église, pour lutter contre toute forme d'immixtion, et à partir du moment où vous prétendez à un droit de me dire où je peux véhiculer tel que je suis dans l'entièreté de toutes mes identités, là je pense qu'il y a immixtion en la matière et qu'il y a vraiment un paradoxe qui est clairement mis en évidence et que je réfute complètement, car pour moi il est complètement illégitime. Je n'ai pas moi à venir vous dire que de quelle manière vous devez adapter une attitude vestimentaire ou pas en fonction du droit de l'endroit où vous êtes, ni de faire abstraction ou occulter une partie de votre identité ou de vos convictions en fonction du lieu où vous êtes. C'est la liberté qui prévaut. Les restrictions, c'est quand il y a mise en péril de l'ordre public selon certains critères. Et là, je trouve que c'est abuser de son pouvoir, abuser de son idéologie pour l'imposer aux autres. Alors, est-ce que vous étiez déjà auparavant avec des préjugés? Quelles idées aviez-vous et qu'en est-il ressorti de ce débat aujourd'hui quand il est terminé? Non, je ne vais pas dire que j'avais des préjugés à la base, je ne pourrais pas. En étant moi-même étrangère, en ayant moi-même mes convictions, et je n'ai aucun souci avec les musulmans, je n'avais aucun souci avec le voile. J'ai déjà étudié avec des filles qui étaient voilées. Non, je n'ai aucun souci avec ça, et d'ailleurs je suis étonnée par justement la réaction de certaines personnes qui peuvent voir à travers le voile, associer le voile avec tous les autres pays qu'on considère comme dangereux, parce que je considère que chaque personne a ses propres convictions et que moi je ne porte pas les convictions de tout mon pays, et une femme voilée ne représente pas toute l'Afghanistan et ne représente pas tous les autres pays. On peut avoir une femme voilée qui a d'autres convictions. Voilà, je n'ai aucun préjugé à la base.